pouvoir monnayer des informations qu'ils pouvaient diffuser. Je dis informations pour rester poli, mais la plupart du temps, quand vous diffusez des données moyennant paiement, on sait que la plupart du temps, la source n'est pas vérifiée, l'information n'est pas crédible, elle n'est pas avérée et cela impacte la fiabilité. Et tout cela a créé un désordre général du secteur des médias qui a affecté la situation liée à la fiabilité de l'information et qui fait que chaque jour, il y avait des problématiques de diffamation, des problématiques d'outrage, des problématiques d'information, de fausses informations diffusées dans les médias. Et donc, face à l'ensemble de ces aléas, les acteurs des médias eux-mêmes, depuis 2022, ont initié ce qu'ils appelaient les assises, à l'issue desquelles, en prenant part, en ouvrant les assises à des acteurs religieux, à des acteurs politiques, à des magistrats, aux organisations des Nations Unies, sont tombés d'accord sur 5 conclusions phares, dont le résumé, eux-mêmes disaient assainissement. Ça veut dire assainir en français, ça veut dire quelque chose n'est pas sain dans tout ça et qu'il faut prendre une partie et jeter à la poubelle. Et pour cet assainissement, ils sont venus rencontrer les autorités de tutelle et ils ont remis les cahiers, les recommandations des assises avec 5 points phares. Le premier concerne, et c'était le résumé, l'application des dispositions du Code de la presse, que la loi qui régit le secteur soit appliquée dans toute sa rigueur. Au-delà de ça, le cadre normatif global aussi, l'application et l'extension du champ de compétences du régulateur. Le troisième point concernait également l'application de la convention collective pour permettre aux journalistes de sortir de la précarité. Le quatrième point concernait la promotion de la diversité de la production audiovisuelle. Et le cinquième point, l'appui à la viabilité des entreprises de presse. 5 points. Et à l'arrivée, le ministre de la Communication, appuyé déjà par la vision déclinée par le chef de l'État appelant à un dialogue rénové avec les médias, mais aussi dès le premier mois de son magistère qui a adressé, et cela était également une marque de considération vis-à-vis des patrons de presse, une correspondance à l'ensemble des patrons de presse et à l'ensemble des directeurs des médias pour les inviter à un dialogue rénové, à un partenariat renouvelé afin de renforcer la crédibilité des médias, la fiabilité de l'information et à endiguer tout ce qui concerne la désinformation. Mais aussi à appeler les patrons de presse à la responsabilité financière face à leurs engagements vis-à-vis de leurs employés, vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis des deniers publics qui constituent l'ensemble des fonds qui appuient le développement des entreprises de presse. Et à partir de ce moment, le processus a démarré. D'abord, le ministre de tutelle a initié une rencontre avec les acteurs des médias à la Maison de la Presse, ça c'était le mois d'août 2024 déjà, avec le CEDEPS qu'il a reçu, avec Appel qu'il a reçu, avec l'ACAP qu'il a reçu, avec la Convention des jeunes reporters qui ont aussi été reçus par le chef de l'État et qui ont présenté à l'époque un rapport effarant de la situation des travailleurs du secteur des médias avec un pourcentage très faible de 10% de journalistes et de techniciens jeunes reporters qui prétendaient ou qui disaient avoir un contrat ou un bulletin de salaire, 10%. Et donc, à partir de ce moment, la première phase, c'était pour faciliter tout le processus d'identification et de cartographie des médias, parce que c'est l'État du Sénégal, mais l'État n'avait aucune information consolidée du secteur des médias. C'était un flou total alors qu'on parle de financement transparent, de détention transparente, de capital détenu, mais aussi des responsabilités au sein des rédactions de direction de publication et de rédaction en chef. Et donc pour avoir cette cartographie et pour faciliter la procédure, la plateforme Déclaration Média Sénégal a été mise en ligne et elle a été préalablement envoyée le cahier des charges aux acteurs des médias pour qu'ils l'approuvent. Et donc, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, à l'issue de la publication de la première liste, il y avait à peine 300 médias inscrits. 300 médias inscrits. Ça veut dire que les médias ont quand même eu quasiment 8 mois pour mettre des informations très basiques qu'on demandait sur vous employez qui est votre dire pub, qui est votre chef, où est son CV, avez-vous un quitus fiscal, quel est votre registre de commerce, quel est votre capital, etc. Donc, à l'issue de la première conférence du ministre de la Communication, accordant un délai additionnel de 72 heures, il y a eu une augmentation de 60% des médias inscrits. Ça veut dire qu'en 3 jours, on est passé de 300 à 658 médias inscrits.
en 3 jours. Et donc, de ce point de vue, cela a marqué la phase 2 pour nous permettre d'apporter une révision additionnelle dans les vérifications et de procéder à la vérification et au contrôle des contrats dont les journalistes disposent dans les rédactions. La problématique à laquelle on a fait face, c'était qu'en partant sur les vérifications standards, on s'est retrouvé dans la base de données avec des doublons ou même des informations qui revenaient 3 fois d'un journaliste qui occupait 3 ou 4 fois le poste de rédacteur en chef ou de directeur de publication, ou d'un journaliste sur la base des vérifications avec le ministère du Travail qui était employé régulier, des fois même fonctionnaire ou chargé de com ou attaché de communication, qui était parallèlement directeur de publication et sur une autre liste patron de sa propre entreprise de presse. Des éléments de cumul de fonctions qui sont naturellement en déconformité totale avec ce que la loi prescrit. Et cette phase nous a permis ensuite d'enclencher l'étape qui a ensuite suivi sur les vérifications, c'était de procéder à la validation de la première vague statique provisoire des médias en conformité, qui, je le rappelle, malgré le fait qu'ils soient aujourd'hui en conformité, doivent le rester, et que c'est une conformité qui s'inscrit dans une démarche intemporelle, puisque les processus ne se limitent pas uniquement à la conformité aux dispositions obligatoires du Code de la presse. Il y a ensuite une phase additionnelle qui va venir s'appliquer pour eux, c'est le décret fixant les obligations pour que ces entreprises puissent bénéficier des avantages. Et dans ce décret-là, il est clairement mentionné, stipulé, que les vérifications additionnelles portent sur les cotisations sociales, c'est-à-dire, est-ce que vous avez une couverture maladie? Est-ce que les entreprises qui veulent bénéficier de l'appui cotisent pour la retraite de leurs employés? Est-ce qu'ils sont conformes un peu aux dispositions fiscales? Est-ce qu'ils sont à jour avec leur fiscalité? Etc., etc. A contrario, pour ceux qui ne sont pas conformes, et ça, il faut que je m'arrête un peu dessus et que je le rappelle, il y a eu un arrêté qui a été publié et qui a été notifié par les services du ministère de l'Intérieur portant cessation de diffusion des médias non conformes. Un arrêté qui vient compléter le dispositif des textes qui permettent au Code de la presse, enfin, depuis 2017, d'être pleinement en vigueur. Le Code de la presse, c'est une loi qui tire sa source de l'alinéa 2 de l'article 11 de la Constitution et qui lui-même a besoin de dispositions réglementaires additionnelles. Ça veut dire quoi? L'alinéa 11 fixe le régime de la liberté d'entreprendre en ce qui concerne la presse. Je rappelle que nous avons une constitution d'inspiration libérale et que la plupart des droits fondamentaux de première génération sont stipulés en liberté. Liberté d'aller et de venir, liberté d'entreprendre, liberté de commercer, liberté de circulation des personnes et des biens, liberté d'opinion, liberté de presse. Et que ces libertés, en réalité, sont des droits. Et que chaque disposition à valeur constitutionnelle qui vient annoncer cette liberté, dans son alinéa 2, vient également annoncer que cette liberté sera exercée dans le cadre de la réglementation et de la loi qui viendra l'appuyer. Et c'est pour cela qu'il y a une loi portant Code de la presse. Et c'est pour ça que malgré la liberté de circulation d'aller et de venir, on est obligé de se conformer à la loi, d'avoir un permis, d'avoir une carte grise, d'avoir une assurance. Ça veut dire qu'on ne peut pas invoquer la liberté de circulation pour être en non-conformité avec la loi qui régit le Code des transports et de la circulation et dire parce qu'on est en violation de cette loi, lorsqu'on est arrêté ou lorsqu'on est interpellé, qu'on viole notre liberté. Il faut se conformer à la loi. Et ici, dans le secteur des médias, cette loi, c'est le Code de la presse. Et les dispositions complémentaires pour les avantages et les obligations, c'est le décret fixant les avantages et obligations. La disposition complémentaire pour les avantages particulièrement, c'est le décret fixant l'organisation du Fonds d'appui au développement de la presse. La disposition complémentaire pour les médias audiovisuels, c'est l'arrêté fixant les redevances. La disposition complémentaire pour les médias audiovisuels individuellement, c'est les arrêtés individuels portant autorisation. Les dispositions complémentaires pour la presse écrite et la presse en ligne, c'est les dispositions complémentaires sur la conformité de l'enregistrement pour la presse écrite et les dispositions complémentaires sur la conformité de la déclaration pour la presse en ligne. Enfin, il manquait la pièce maîtresse. Je ne parle pas de la loi portant création de l'autorité de régulation qui a également été annoncée et qui est en train d'être prise. Le dernier chapitre, c'est le chapitre des sanctions, pour lequel l'arrêté de mise en œuvre de ce chapitre n'a jamais été pris et qui vient d'être pris sous forme de l'arrêté portant cessation de diffusion des médias non conformes. C'est le Code de la presse, dans le dernier chapitre, qui lui-même énumère ces sanctions, que le ministre n'a pas inventé, qu'il n'a pas sorti de son chapeau magique et qu'il n'a pas sorti de sa poche.
Et d'autant plus que dans cette partie relative aux sanctions, les compétences des autorités administratives qui doivent sanctionner sont listées. On parle de l'autorité administrative dans une partie, on parle du régulateur dans une autre partie, et en cas de violation de ces dispositions, il y a des procédures qu'on ne le souhaite pas, qui sont des procédures d'ordre pénal, sur lesquelles le juge peut s'autosaisir et qui renvoient même au code pénal sur la diffusion de fausses nouvelles. C'est l'ensemble de ces éléments légaux qui sont agrégés et traduits en arrêtés pour permettre aux autorités compétentes de les mettre en pratique. L'élément additionnel, c'est que vous verrez ici que sur les 617 médias qui se sont déclarés, effectivement, il y a à peu près 358 qui ne sont pas conformes. Et aujourd'hui, les acteurs ont tendance à parler de fermeture de médias. Je rappelle que l'arrêté ne dit pas fermeture de médias ni entreprise de presse. Aucune entreprise n'a été fermée. C'est les canaux non conformes qui constituent des médias de ces entreprises qui peut-être en ont plusieurs. Quelqu'un peut avoir une télévision, un journal, un site web, une web TV. Si votre journal n'est pas conforme, votre journal doit cesser jusqu'à ce qu'il se conforme. Ça ne veut pas dire qu'on a demandé à l'entreprise de fermer. Ça, c'est un élément important de précision à apporter. L'autre aspect, c'est qu'il y a également, et je l'ai dit tantôt, on le verra tout à l'heure dans les statistiques, les précisions qui ont été faites sur notamment ce nombre de 300 médias. La plupart des médias, en réalité, pour ne pas être très, très violent, c'est des médias fantaisistes, c'est des déclarations de médias inexistants, parce que cela revient également sur le diagnostic que nous avons effectué sur le Fonds d'appui et de développement de la presse. Sur les 535 qui en bénéficiaient, on s'est rendu compte que légalement et juridiquement, moins de 30% étaient légalement constitués et existaient. Certaines radios communautaires n'émettaient pas, les fréquences sont attribuées mais les radios n'émettent pas. Certains journaux ne sont jamais parus sur la place publique, c'est des PDF. Certaines télévisions, entre guillemets, on se rend compte que c'est des chaînes YouTube qui se contentent, qui ne produisent même pas en ligne. Et vous le verrez tout à l'heure dans les DNS checkers qu'on a installés pour vérifier les sites web. La plupart des sites web qui se déclarent médias en ligne digitaux, les URL ne sont même pas fonctionnels. Donc, ces médias, en réalité, n'existent pas, n'ont pas de personnalité, n'ont pas de contenu. Bon, il y a quelques exceptions qu'on a reçues de certains acteurs qui disent « Bon, nous, on va commencer à imprimer demain le journal si vous nous autorisez. » Bon, on leur a dit « Vous avez quand même eu une année pour imprimer. » Ça fait une année qu'on vous rappelle qu'un journal, c'est la presse. La presse, on dit l'imprimerie, c'est qui fait l'action de pressage inventée par Gutenberg, tout le monde le sait. Il faut presser, imprimer, tirer pour qu'on voit votre journal. S'il ne paraît pas et que vous faites un tract dans votre chambre ou dans votre appartement, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas de journal. Et donc, de ce point de vue, on se rend compte également quand on fait une analyse critique de l'impact de la désinformation dans notre société, qu'effectivement, les deux piliers de la désinformation sont constitués la plupart du temps de ces journaux tracts, qui sont des PDF, et des TV, qui sont dans les plateformes digitales et qui reprennent les contenus pour les relayer dans les réseaux sociaux. Nous passons ensuite au prochain slide sur la répartition en ce qui concerne les mesures pour les radios communautaires, tout à l'heure, que j'ai un peu élucidé. En ce qui concerne les radios communautaires, et c'est une mesure que nous allons appliquer avec l'ARTP et l'Union des radios communautaires avec laquelle on s'est déjà réunis, nous avons quasiment 400 fréquences radio qui sont dans la nature, au point où le Sénégal est arrivé à la saturation de fréquences radio. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fréquences radio FM disponibles. Malgré le fait qu'il y a une recommandation internationale pour basculer vers des fréquences numériques, cela veut tout simplement dire qu'il y a plusieurs centaines de fréquences qui sont dans la nature, que nous allons identifier et que l'État souverain va devoir reprendre, va procéder à sa reprise. Tu peux passer à un autre slide, s'il te plaît. Ça, c'est l'étape sur les éléments liés aujourd'hui au diagnostic et à la cartographie. Depuis son arrivée également, le ministre a engagé les travaux sérieux sur les textes que les acteurs des médias ont demandé à mettre à jour. Et lorsqu'on est arrivé, on a trouvé un avant-projet de loi sur la ARCA, la Haute Autorité de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. On s'est dit, bah tiens, on est en train de nous engouffrer dans le même piège de limitation de compétences du CNRA. On se limite à l'audiovisuel. Que faisons-nous des médias en ligne? Que faisons-nous de la presse audiovisuelle sur Internet? Que faisons-nous de la presse écrite? Que faisons-nous
si demain, il y a des médias alternatifs nouveaux qui vont se créer. Et donc, de ce point de vue, il y a eu des travaux. D'abord, il y a eu la conférence du REFRAM, qui a été suivie par une séance de travail avec les régulateurs francophones, avec l'ARCOM, le régulateur de Côte d'Ivoire, du Mali et du Maroc, une analyse comparative des données, donc un benchmarking sérieux. Et aujourd'hui, le comité technique, je vais parler rapidement de l'article 2, a mis une définition pour peut-être mettre de côté l'ARCA, qui n'est plus une limitation à l'audiovisuel, mais c'est une autorité de régulation des médias et de la publicité. Médias avec grand M et avec grand S à la fin. Ça veut dire toutes sortes de médias. Et aussi la publicité, toutes sortes d'informations qui est monnayée et diffusée sur une plateforme. Et de ce point de vue, l'article 2, je le dis là en langage courant, la future autorité de régulation aura une compétence sur toute question liée à l'information et à la communication sur toutes sortes de plateformes d'information. Donc, ça lui donne une compétence élargie. D'autant plus que dans le collège que nous allons instituer, il n'y aura pas que des personnalités issues des différents secteurs tels qu'énoncés, secteur de l'université, de la science, des arts, mais il y aura également des compétences techniques et juridiques dans chaque domaine. Autrement dit, des experts sur le droit de la publicité, des experts sur la fiabilité et l'intégrité de l'information, des experts sur le droit de l'information, mais également, puisqu'on parle aujourd'hui de régulation des contenus dans les réseaux sociaux avec nos amis journalistes qui sont dans les plateformes digitales, mais également les influenceurs qui diffusent de l'information et sur lequel le modèle français a aidé pour réguler l'information commercialisée sur les réseaux sociaux. De ce point de vue-là, il est important d'avoir des experts du digital et du numérique qui puissent enclencher une diplomatie préventive avec les GAFAM et permettre également plus tard d'aller vers la monétisation des contenus afin que les seuils de monétisation soient harmonisés et que le Sénégal puisse en profiter, mais également pour que ces plateformes digitales-là puissent se soumettre et se conformer à la réglementation en vigueur dans notre pays. Cela me permet également de parler sur la loi sur la publicité. Et c'est pareil que pour le régulateur. L'avant-projet de loi portant publicité a été également stabilisé. Et les deux projets de loi devront aller ensemble avec le décret d'application fixant l'organisation de l'autorité de régulation. Tout cela pour vous dire quoi? Ça veut dire que la problématique sur la non-application des dispositions du Code de la presse, sur la précarité de l'emploi des journalistes, sur l'anarchie globale dans le secteur des médias qui a poussé les acteurs eux-mêmes à parler d'assainissement parce qu'ils étaient envahis par des non-journalistes, envahis par des chroniqueurs, envahis par des entreprises de presse détenues par des porteurs de valises qui raflaient les marchés publicitaires et qui peut-être avaient à peine un site web pendant que de grosses boîtes employaient plusieurs dizaines d'employés et qui avaient peine à accéder au marché de la publicité. L'ensemble de ces problématiques qui ont gangréné un peu le secteur pendant 25 ans, en une année, vous avez une autorité qui arrive et qui vous met sur la table des réformes ambitieuses liées essentiellement à la requête des acteurs des médias eux-mêmes. Et donc, les autres points qui vont venir soutenir et qui sont en train d'être mis en œuvre, c'est la réforme du Fonds d'appui de développement de la presse, parce que jusqu'ici, c'était considéré, la loi parle d'appui, mais dans la conception populaire générale, peut-être qu'il faut aller vers le diagramme qui montre l'évolution des montants, on est parti de 40 millions dans les années 96 à 200 millions, puis sous Wade, puis à l'arrivée de Macky Sall, c'est passé à 800 millions. À partir de 2012, le FADP est passé à 1,9 milliard. Aujourd'hui, avec l'arrêté valorisant les redevances, la clé de répartition est la suivante. On a 20% des montants de la redevance qui vont vers l'alimentation du Fonds d'appui de développement de la presse, ce qui fait que pour la première fois, le montant, l'enveloppe va dépasser 1,9 milliard et va atteindre 2,7 milliards. Ces mesures nouvelles ont été inscrites à l'issue de l'arbitrage budgétaire et devraient intervenir dans la loi de finances rectificative pour le second semestre 2025 et vont permettre aujourd'hui, en plus d'avoir apporté un tri sur ceux qui sont légalement constitués et d'avoir drastiquement eu une cartographie plus réaliste de la matrice des entreprises conformes, on est passé de 535 à 258 et une enveloppe qui augmente. Cela veut dire que tout simplement, l'enveloppe financière impactant directement les entreprises de presse sera plus conséquente. En plus de cela, il y a le Fonds de développement pour la diffusion et la production de l'audiovisuel, FDDPA, qui a été institué dans l'arrêté et qui part avec une enveloppe de base de 2 milliards. La problématique est la suivante. Nous voulons avoir un relèvement
qualitatif de la production dans les médias audiovisuels et de l'information. Nous savons que la production coûte cher et que c'est pour cela que plusieurs médias vont vers des formats sit and talk où on est assis de 8h à 18h et qu'on parle de faits de société avec des experts approximatifs sur des questions qu'ils maîtrisent approximativement, et ensuite de 18h à minuit avec d'autres experts qui les remplacent et qui viennent parler aussi très approximativement de sujets politiques. L'idée pour nous, c'est qu'aujourd'hui, si on veut relever la qualité de la production, il faut que l'État puisse accompagner ceux qui sont dans le secteur de l'audiovisuel à avoir et les ressources, et les équipes, et le matériel, mais également le coût de déploiement. Déployer un journaliste, un cadreur, un technicien à Kédougou, à Saint-Louis, à Kolda pour faire des reportages, des documentaires sur l'agriculture, l'exploration minière, la pêche artisanale, la pêche industrielle, c'est coûteux. Et de ce point de vue-là, il était important de placer ce fonds. Et ce fonds-là a été annoncé par le Code de la presse également, je le rappelle. Et ce n'est que maintenant, pour la première fois, que nous avons le décret d'application et les ressources financières qui viennent s'appuyer sur cela. Enfin, et le dernier point sur les réformes concerne également la convention collective. Et il est important que je m'arrête ici. Je l'ai dit tout à l'heure dans le rapport des jeunes reporters, et on l'a découvert dans la base de données que nous avons créée via DMS, lors du lancement de la plateforme, sur la partie des contrats, jusqu'en octobre, on avait 0 contrat.